Bien, eh bien, je donne la parole à Pierre Ancel et Quentin Delmas qui vont nous présenter SeedFence, détection d'attaques sur terminaux mobiles et systèmes embarqués. C'est à vous. Merci beaucoup. Impeccable. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Donc merci au comité d'organisation de l'OCIR de nous recevoir aujourd'hui pour nous permettre de présenter en fait ce qu'on fait chez SeedFence. Donc effectivement, on va vous parler de détection d'attaques sur terminaux mobiles et sur les systèmes embarqués. Donc moi je suis Pierre Ancel, le fondateur de SeedFence, entreprise qui a été créée en 2023. Enfin je vous en parlerai. Et Quentin Delmas, voilà, qui travaille sur les développements autour de l'agent, notre agent de détection, qu'on va vous présenter plus en détail. Voilà. Alors peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet de la présentation, on va commencer par un petit sondage avec un QR code. On vous promet qu'il est pas malveillant celui-là. C'est nous qui l'avons fait. En fait, ce qu'on voudrait, c'est avoir une estimation, enfin, de voir comment vous percevez le niveau de sécurité de vos postes de travail et de vos terminaux mobiles. En fait, on voudrait voir si, voilà, comment vous percevez les choses. Le niveau de sécurité, on l'entend en termes de détection, détection d'attaque avancée et de réponse sur incident. Voilà, quand il y a une compromission, est-ce qu'on est facilement en mesure de faire une investigation sur le terminal pour récupérer des informations, etc. Donc alors, on vous invite en fait à scanner ce QR code. Donc vous verrez, il y a un tout petit formulaire, il est anonyme, pas d'inquiétude. On dira pas que le niveau de sécurité de votre PC de telle entreprise est faible ou autre, ça c'est pas l'objectif. On veut juste avoir votre perception. Alors, on vous laisse peut-être 10-20 secondes pour répondre au tout petit sondage. Il y a deux questions, c'est très rapide. Et après, on va regarder ça et on va en parler. Je cherche quelqu'un. Vous me dites à peu près quand vous avez fini, comme ça, je n'attends pas trop longtemps non plus. Laisse assez de temps. Est-ce que c'est bon? C'est bon, on a pu mettre une petite. Est-ce que tu peux voir combien il y a de... Oui. Eh ben alors. Ah oui, alors combien de votes? Ça, je suis pas sûr. On va le regarder en live. Effectivement, pour l'instant, il y a 13 réponses. Ah, c'est déjà très intéressant, ce qui est en train de ressortir. Je veux pas influencer les votes. Je vous montrerai tout de suite. Allez, je pense qu'on va déjà dépiler les premiers résultats pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc effectivement, bon là, on a 17 réponses. N'hésitez pas, 19, ça monte, ça continue. Alors c'est très intéressant. Donc en fait, les deux évaluations, la première c'est sur la partie poste de travail et la deuxième évidemment sur la partie terminal mobile. Alors effectivement, ce qu'on voit assez rapidement, c'est que sur les postes de travail, bah, vous avez la sensation que vous avez probablement des capacités de détection qui sont assez importantes. Et c'est vrai, aujourd'hui, notamment les EDR, les capacités de détection sur les terminaux fixes, postes de travail, ont beaucoup progressé et ils sont en train de toucher de plus en plus d'entreprises, en fait, qui sont couvertes. Par contre, sur la partie mobile, on voit que c'est quand même beaucoup plus étalé. Donc là, il y a beaucoup moins de consensus, c'est assez intéressant. Mais on voit que voilà, certains peuvent penser que le niveau de sécurité, le niveau de détection et de réponse sur incident sur un terminal mobile est quand même bien moins bon. Alors c'est très intéressant, on va aller rentrer dans les détails de tout ça. Alors c'est une excellente transition sur bah, effectivement le constat qu'on a fait en fait, c'est que voilà, comme je vous ai dit sur la partie poste de travail, on a beaucoup de capacités de détection aujourd'hui. Par contre, sur la partie terminaux mobiles, il n'y a pas grand-chose. Sur les terminaux mobiles et sur les systèmes embarqués. Alors ça va dépendre des systèmes embarqués parce que c'est très large hein, quand on parle de systèmes embarqués. Mais on sent que c'est un petit peu le parent pauvre et que le terminal mobile reste quand même encore une zone d'ombre, un angle mort en fait des systèmes d'information, pour reprendre les termes que certains de nos clients utilisent. Alors, bah voilà, tout ce constat-là en fait a amené à la création de SeedFence en 2023, et on s'est dit qu'effectivement on avait besoin de développer des capacités de type XDR, donc Extended Detection and Response, on y reviendra. Sur ces environnements qui sont souvent exotiques, qui sont très particuliers, que ce soit des véhicules, que ce soit des satellites, que ce soit des bornes de recharge, etc. Enfin, on a forcément des environnements qui sont assez particuliers. Et un terminal mobile, c'est pareil, c'est un environnement très très spécifique. Alors l'ambition en fait de SeedFence, l'ambition qu'on a, c'est de pouvoir doter les entreprises stratégiques et les gouvernements européens de capacités de détection avancées
sur les terminaux mobiles, parce que voilà, aujourd'hui, vous avez dû regarder un petit peu l'actualité, on en reparlait, mais il y a eu pas mal d'attaques qui visent voilà, des dirigeants d'entreprise, des personnalités politiques, des avocats, entre autres, hein, et en général, ce sont des attaques qui sont difficilement détectables, difficilement détectées. Et donc notre ambition, c'est d'apporter des capacités de détection pour ces types de devices. Et un point important, c'est tout en gardant, en fait, en faisant en sorte que cette capacité-là soit acceptable des utilisateurs. Donc très vite, quand on parle de téléphonie sécurisée, souvent on sous-entend aussi que le niveau d'ergonomie du terminal baisse et qu'on peut avoir des problèmes d'acceptabilité par des VIP sur ce type de terminaux. Donc nous, l'objectif, c'est vraiment de garder un niveau d'ergonomie élevé et des capacités de détection de pointe. Et la deuxième ambition, qui est assez différente, c'est de doter en fait les systèmes embarqués critiques de capacités de détection qui sont avancées. Voilà. Alors, je laisse la main pour parler un peu de la... Oui. Ouais. Alors, sur les terminaux mobiles, globalement aujourd'hui, donc sur les terminaux mobiles aujourd'hui, on catégorise les menaces globalement de deux façons. C'est-à-dire la première, c'est tout ce qui va être application malveillante. C'est les applications, c'est la menace entre guillemets un peu classique envisagée quand on parle de terminaux mobiles. Ça va être les applications qui vont demander des permissions étendues, qui sont soit distribuées par des magasins d'applications alternatifs, ce qui est particulièrement le cas dans les pays en voie de développement, par exemple, où le Play Store Google n'est pas disponible, donc où les gens ont un peu plus le réflexe d'aller installer des applications à l'extérieur de cet écosystème, euh, ou voire même à travers le Play Store, donc l'évasion temporaire de donc Play Protect, qui est le mécanisme de Google. Il y a régulièrement des groupes entiers d'applications qui se font bannir du Play Store. Euh, Aujourd'hui, le Play Store n'apporte pas une sécurité 100% quant aux applications qui sont présentes à l'intérieur. Euh, Ces applications, malgré les permissions qu'elles vont demander, elles sont quand même relativement contraintes par donc le sandboxing, l'isolation totale et les permissions qu'elles peuvent demander au système Android. Euh, Ces applications où généralement il n'y a pas de ciblage en particulier d'entités. On va vraiment être sur des campagnes larges. Le but c'est de cibler le plus de personnes. Généralement, la volonté, ça va être de récupérer des données personnelles, créer, identifiant de certains comptes, voilà, du phishing un peu plus évolué, ou tout ce qui va être les SMS qui sont payants, ce genre de choses. C'est pas du ciblage sur des cibles qui peuvent être étatiques ou importantes en particulier. Et ce sont des applications qui opèrent dans les limites du modèle de sécurité Android. Le modèle de sécurité Android, il est vraiment conçu pour pouvoir contraindre ces applications, fonctionner à travers de ces applications, etc. Donc il y a quand même une visibilité qui est apportée par le système Android. Euh, ce qu'on voit aussi maintenant de plus en plus, et c'est particulièrement les menaces dont on entend parler de nos jours, c'est tout ce qui va être menaces étatiques ou sociétés de LIO privées, par exemple. Euh, Là, ça va être vraiment leur mode opératoire, ça va vraiment être un ciblage précis des victimes, des journalistes, des hommes politiques, des comex, ce genre de position. Ça va être un nombre limité de victimes à chaque fois. Et on va être sur des choses beaucoup plus subtiles, des exploitations de vulnérabilité, de chaînes de vulnérabilité, euh, parfois à partir d'applications malveillantes. De nos jours, on est effectivement de plus en plus sur du zero day, ce genre de choses. Euh, Attaque zéro clic, hein, donc via un message WhatsApp, comme on a eu récemment sur Android, via des images un peu particulières, ça le fait sur les iPhones. Souvent non persistantes. Le but, c'est vraiment pas laisser de traces. Comme elles sont zéro clic, bah, c'est facile de les remettre sur le terminal. Donc, on préfère pas laisser de traces. Accès total au terminal à ce moment-là. Vraiment, c'est des choses qui fonctionnent en dehors du modèle de sécurité prévu par le terminal. C'est des attaques qui demandent des moyens importants et qui sortent du fonctionnement normal vraiment de l'OS. Hein. On va plus être contraint par toutes les permissions, par toutes ces choses-là. On va avoir toutes les permissions sur le terminal, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Il y a un vrai use case de pouvoir tout récupérer
bien plus loin que des applications malveillantes, même si elles demandent toutes les permissions possibles et imaginables aujourd'hui. Donc là, on va vous présenter une petite timeline des menaces. Globalement, on a vu l'émergence de ces menaces vers 2011, 2017, c'est vraiment la première période où on a eu l'émergence. Ça a commencé par des premières capacités étatiques sur mobile, particulièrement dans les zones Moyen-Orient par exemple, parce que c'était des zones où en fait sur les terminaux, enfin c'est là aux zones qui ont été les premières à faire toute la partie IT sur les terminaux mobiles. Là où chez nous, il y avait encore une cohabitation entre les PC un peu standards et les terminaux mobiles. C'est des zones où il y a eu directement des terminaux mobiles pour accéder au DSI, scanner des articles, etc., ce genre de choses. Et donc, c'est dans ces zones-là qu'on a vu vraiment les premières capacités étatiques arriver. On a vu les premières attaques one-click, par un lien, par une pièce jointe malveillante, etc. Tout ça, ça va être plutôt par SMS ou par email. Des exploits dans le navigateur. Ça a longtemps été la première source d'attaque. Les navigateurs, ils parsent du contenu étranger, du contenu qui vient de l'extérieur. Euh, et au début, le modèle de sécurité d'Android, et ça continue d'ailleurs encore beaucoup de nos jours, c'est vraiment les applications potentiellement malveillantes, ou pas forcément vraiment ce qui va plus en détail. Donc les exploits navigateurs étaient un peu pas considérés comme la cible primaire du modèle de sécurité Android iOS. Donc c'est là qu'on commence à voir vraiment les premiers malwares arriver. Donc c'est le début de Pegasus en 2011. Euh, les malwares aussi de Hacking Team, Feu Hacking Team. Voilà, le groupe NSO qui commence vraiment à se faire une réputation sur le sujet. Voilà, ce genre de malware. En 2018 et en 2019, c'est la professionnalisation de ce genre d'attaque. Il y a plus de groupes qui se mettent à faire ce genre d'attaque. On voit vraiment d'ailleurs deux gros acteurs qui vont avoir une part importante de ces attaques, qui vont être la partie Pegasus et la partie Predator. Euh, c'est le début aussi des attaques zéro clic. Par la messagerie, les téléphones deviennent de plus en plus complexes, les applis de messagerie aussi, elles se contentent plus de juste échanger du texte, on échange du contenu, des images, de la location, la voix, ce genre de choses. Donc il y a de plus en plus de parseurs, il y a besoin de plus en plus de gérer des données qui viennent de l'extérieur. Ça donne une très très grosse cible pour les attaquants. Souvent par là qu'on va pouvoir rentrer. Euh, c'est les premiers déploiements de Pegasus à grande échelle et les attaques zéro clic par WhatsApp. C'était des attaques qui ont vraiment vu Pegasus être industrialisé entre guillemets dans son utilisation. C'est l'apparition aussi d'un marché donc de lutte informatique offensive privée structurée, les outils clés en main. C'est-à-dire que avant, on était plutôt sur des acteurs qui, chacun de leur côté, développaient leurs solutions d'attaque. Aujourd'hui, les acteurs qui n'ont pas forcément les moyens ou les capacités technologiques de développer ce genre d'attaque, eh ben, il y a des entreprises qui fournissent les solutions clés en main, prêts à s'insérer sur des terminaux, etc. Et donc, les conséquences commencent à se faire sentir, notamment sur donc des personnalités, des journalistes, etc. Et il y a eu une demande de moratoire par l'ONU sur ce genre d'outils de surveillance. En 2020 et en 2021, il y a vraiment une rupture technologique sur ces vecteurs d'attaque. Euh, les injections réseau d'URL malveillantes. Donc là, on est vraiment, c'est vraiment, on a une chaîne complète en fait. C'est-à-dire qu'il y a une première équipement qui injecte dans le réseau des liens malveillants, ce genre de choses, qui vont ensuite mener à une infection par Pegasus. Euh, L'apparition de suppression de logs. Le but maintenant de ces attaques, c'est de rester le plus discret possible. On disparaît, on veut plus se montrer. Voilà, pareil, la partie Pegasus, il y a vraiment un déploiement d'une infrastructure complète. Vraiment, euh, on est vraiment sur du clé en main, mais chaque attaque doit être isolée. Les clients ne peuvent pas connaître les autres. Ça permet de développer vraiment des attaques beaucoup plus complexes.
C'est les premiers exploits, donc notamment sur iOS dans la partie iMessage, donc la solution de messagerie d'Apple, qui pareil commence à avoir du contenu de plus en plus complexe, du chiffrement, la gestion de centaines de formats d'images, de vidéos. C'est les premiers points d'entrée entre guillemets de Pegasus. Et dans WebKit, donc qui est plutôt le moteur web. Donc là, on revient effectivement aux exploits navigateurs classiques. Et à partir de 2022 et jusqu'à aujourd'hui, on est vraiment sur une industrialisation durable. Donc on est vraiment sur un marché et donc les cibles, ça devient des dirigeants d'entreprise, des membres de la société civile. Le but, c'est vraiment de pouvoir utiliser cette capacité d'espionnage de manière espionnage économique entre guillemets par certains acteurs. Donc voilà. Les premières condamnations aussi contre le groupe NSO, dommage à intérêt par Meta, justement pour l'exploitation de vulnérabilité. Aujourd'hui, on est vraiment sur des chaînes d'infection extrêmement complexes, bien plus complexes en fait que ce qu'on peut avoir sur un PC ou un laptop, ce genre de choses. Les exploits qu'il y a eu, notamment BlastPass, triangulation, ce genre de choses, c'est trois ou quatre CVE qui s'enchaînent, des 0 day, pour pouvoir gagner accès au téléphone et des exploits dont on ne sait même pas, dont on ne connaissait pas l'existence et on ne connaît toujours pas le code qui fait l'exploitation aujourd'hui. Il y a vraiment une volonté de supprimer ces traces pour pouvoir réutiliser ça sur le plus de devices possible. Il y a vraiment une logique économique à ça. Donc le but maintenant, c'est d'être discret, de continuer d'utiliser des vulnérabilités, etc., etc. Voilà. Et donc en novembre 2025, il y a eu l'ANSSI qui a présenté l'état de la menace mobile. Voilà, sur un résumé sur qui appelle ça que c'est une menace grandissante, complexe à traiter. Et aujourd'hui, on voit que c'est vraiment devenu une source importante d'exploits qui sont échangés, que c'est vraiment des cibles prioritaires pour les groupes d'attaquants. Et on s'attend à voir de plus en plus d'attaques, particulièrement d'attaques ciblées. Et on sait aussi aujourd'hui qu'une infection, les mobiles aujourd'hui, c'est quelque chose où on a peu de visibilité, ça peut mettre beaucoup de temps à être découvert. Les attaques de NSO, par exemple, généralement, elles sont identifiées 2 ou 3 ans après l'attaque. Donc voilà, on sait qu'aujourd'hui, il y a potentiellement des attaques qui sont en cours, potentiellement à grande échelle, sur lesquelles on n'a en fait aucune visibilité. Et donc pour compléter, en fait, effectivement, ce que dit l'ANSSI en termes dans son analyse de la menace mobile, en fait, c'est que je voulais surligner en fait la phrase en jaune, c'est que la sophistication de ces attaques, leur furtivité et l'absence de solution de détection compliquent significativement les investigations numériques. Ouais, donc ça rejoint un petit peu le sondage qu'on a fait tout à l'heure. Effectivement, aujourd'hui, l'ANSSI dit on manque quelque part de capacité de détection et d'investigation sur ce genre de menaces. Alors, maintenant qu'on a parlé un petit peu vraiment du contexte de la menace mobile, on va vous parler un petit peu plus de ce qu'on fait. Nous, ce qu'on propose, c'est un agent XDR, plutôt dans la partie mobile, un agent XDR qui est déployé sur une ROM Android durcie. Donc, ça veut dire qu'on apporte vraiment une ROM complète. On n'est pas un éditeur de sécurité qui apporte une application de sécurité qui se déploie dans le framework Android. On apporte vraiment la ROM complète, ce qui nous permet d'avoir des privilèges beaucoup plus importants et d'avoir une vraie détection à bas niveau de ce qui se passe dans Internet. Et aujourd'hui, donc, on ne peut le faire aujourd'hui que sur des terminaux Google Pixel, les 8, 9 et 10 aujourd'hui. On pourra redescendre à une gamme plus ancienne, mais pour l'instant, on vise plutôt cette gamme-là. Donc, vous voyez des terminaux qui sont très récents, hein, donc notamment le Pixel 10 qui est sur la table qui est là. Alors, pour expliquer un petit peu les différentes capacités en fait de notre solution, on les a projetées sur le framework du NIST, que j'imagine vous connaissez très bien. Donc sur la partie Identify, on a déjà une capacité à porter déjà un inventaire des terminaux. Donc pour les DSI, pour les RSSI, être capable de dire voilà la liste de tous les terminaux qui sont etc. On peut gérer des configurations, on peut gérer des flottes de terminaux avec des configurations différentes. On va avoir sur la partie protection, on apporte en fait dans cette ROM un certain nombre de durcissements. Donc par rapport à une ROM standard Android que vous allez avoir quand vous achetez un terminal Pixel par défaut par exemple, on va apporter beaucoup plus de capacité de protection. Donc on va avoir des durcissements au niveau du kernel, au niveau des allocateurs mémoire, etc.
Il y a aussi toute une partie réduction de la surface d'attaque sur le terminal lorsqu'il est verrouillé, donc notamment l'USB-C désactivé, etc., le NFC également. Voilà, bon, je vais pas forcément tous vous les lister, mais on a des mécanismes de mitigation d'exploitation de vulnérabilité également. Donc voilà, il y a pas mal de points de durcissement en fait du système qui permettent de réduire en fait les risques d'exploitation de vulnérabilité et de compromission du terminal. Alors, on apporte ensuite des capacités de détection. Donc notamment, alors aujourd'hui, notre agent, il a une capacité à produire plus d'une soixantaine de types d'événements différents par rapport à ces différents mécanismes d'observabilité. Donc il analyse tout ce qui se passe dans le terminal à bas niveau, au niveau des appels système, au niveau de plein d'autres choses, de l'activité des processus, etc. On va analyser voilà le comportement des processus, ce qu'ils vont faire sur le système de fichiers, ce qu'ils vont faire au niveau du réseau, ce qu'ils vont faire vis-à-vis d'autres processus également. Donc on analyse vraiment cette activité-là. On est capable d'analyser également les logs Android. Donc voilà, en temps réel, on peut analyser un certain nombre de choses, faire de la détection à partir de ces logs, ce qui nous permet d'identifier d'autres modes opératoires d'attaque qui sont assez intéressants. Et on a une capacité également d'analyser toute la partie radio. Donc on est capable de voir toute la signalisation radio du terminal vis-à-vis des antennes, vis-à-vis des cœurs de réseau mobile. Voilà, on est capable d'analyser un certain nombre de protocoles, du RRC, du NAS, etc. Et en termes de détection, donc on a deux moteurs de détection principaux. Donc on a un moteur de détection qui fait également de la corrélation à état, donc ce qui est une très grande force. Si on essaie de comparer par rapport à des EDR, quasiment aucun EDR n'a une capacité de corrélation à état. À ma connaissance, il n'y en a aucun d'ailleurs. Donc là, on a une véritable capacité à détecter, par exemple, des enchaînements d'événements, voilà, l'événement A suivi d'un événement B et pas l'événement C, etc. Et on fournit vraiment des éditeurs avancés de règles de corrélation. Donc là, en fait, ce sont des capacités que vous allez retrouver potentiellement dans des SIEM, mais qu'on sait descendre dans des agents qui consomment peu de ressources et directement dans les endpoints. Et ce moteur de détection, on le complète par un moteur de détection d'anomalies par intelligence artificielle, qui va nous permettre de faire de la détection d'anomalies comportementales. Donc le principe, c'est de dire on va cartographier le comportement normal du système sur les différents types d'événements, et à un moment donné, on va être capable de détecter une déviation par rapport à ce comportement-là. Et donc le système, l'agent a une capacité de faire soit lui-même sa propre analyse, ses propres modèles, ses propres baselines, et de détecter des déviations. Ou alors on peut le faire au niveau du manager central, au niveau du manager qui gère toute la flotte, à partir de toutes les données qu'on va collecter sur la flotte. Et donc ce moteur, il a un énorme avantage, c'est qu'il est entièrement auditable, c'est-à-dire que les modèles qui sont fabriqués par ce moteur sont entièrement auditables. Et donc, les anomalies qui sont identifiées sont également expliquées. Donc ça, quand on va tourner sur des systèmes critiques, c'est vraiment essentiel d'avoir cette capacité-là. Alors, un terminal mobile, c'est pas encore un système critique. C'est moins dramatique, hein. Quand on va tourner sur un calculateur de véhicule, un calculateur de satellite, etc., ben là, on a vraiment besoin de savoir très précisément ce qui va se passer, enfin, comment ça va détecter. Donc, c'est vraiment la force de ce moteur de détection d'anomalies qu'on a breveté, d'ailleurs. Ensuite, on a des capacités d'investigation à distance. Alors, on en parlait tout à l'heure de Pegasus. Effectivement, quand on a beaucoup parlé de Pegasus et qu'on a su que pas mal d'hommes politiques avaient été ciblés, de dirigeants, etc., voilà, vous vous imaginez la panique que ça a été pour ensuite vérifier qui était compromis, etc. C'était loin d'être simple. Il a fallu analyser des terminaux mobiles, les faire venir, enfin, etc. Donc l'investigation était particulièrement complexe. Donc ce qu'apporte notre solution, c'est une capacité à faire de l'analyse forensique à distance, directement sur le terminal. Et donc aujourd'hui, on supporte une dizaine de tâches forensiques. Notamment, on va être capable de faire des scans mémoire, de rechercher des mémoires, des malwares en mémoire, de dumper la mémoire d'un processus, par exemple. On va pouvoir rechercher des fichiers avec un certain nombre de critères, notamment des règles IRA, voilà. On va être capable de lister les processus, de tuer un processus à distance. Voilà. Donc on a pas mal de fonctions en fait de forensics, de réponse sur incident. Voilà. On a une capacité également à notifier les utilisateurs, voilà, éventuellement à interagir avec l'utilisateur par le biais de notre agent. Et dans la partie recover, on a des capacités également d'effacement du terminal, vraiment pour supprimer les données personnelles dans des cas particuliers, par exemple un vol d'un terminal ou ce genre de choses. On va pouvoir faire un effacement du terminal, on va pouvoir redémarrer aussi un terminal à distance pour supprimer justement des menaces non persistantes qui se seraient glissées en mémoire sur le terminal. Voilà. Donc ça vous donne un petit aperçu des capacités qu'on apporte en fait
sur Android. Alors, quelle est l'architecture en fait de la solution? Donc la solution s'appuie en fait sur un agent de détection multi-environnement qui est représenté ici. Et cet agent communique avec un manager central qui permet de gérer en fait toute la flotte de terminaux. Donc l'agent XDR, il a un certain nombre de mécanismes d'observabilité. Je vais y revenir. Donc notamment la partie système, mais également la partie radio sur Android. Et puis d'autres capacités qui n'interviennent pas sur les terminaux Android, mais dont je parlerai après. Les moteurs de détection, dont j'ai parlé tout à l'heure. Une capacité à gérer de manière une télémétrie adaptative, remonter des données plus ou moins fines en fonction de la situation, du contexte, de la connectivité, de la situation, de la menace sur le terminal. Et une capacité à gérer, à exécuter des tâches à distance. Voilà, on a toute une gestion à distance de l'agent, de sa configuration, donc on peut modifier les règles à distance, on peut modifier énormément de choses. Et le manager central, lui, va nous permettre, donc, comme je vous ai dit, de gérer l'inventaire des agents, de faire des agrégations sur les alertes qui remontent en fait de ces agents. On va pouvoir faire de la gestion d'incidents de manière collaborative, gérer vraiment tout le cycle de vie en fait d'une alerte qui est remontée d'un terminal. Voilà, avoir une investigation collaborative. On va pouvoir gérer toutes les opérations de forensics à distance. Et un point très important, c'est qu'on va gérer aussi toute la stratégie de détection. Donc, on va être capable de pousser une stratégie de détection spécifique sur des groupes de terminaux. Et donc, on va piloter vraiment de manière très fine quelles sont les règles qu'on pousse sur ces terminaux, quels sont les modèles d'IA qu'on va pousser, qu'est-ce qu'on pousse comme parseur, comme whitelist, etc. Et enfin, on a aussi toute une capacité de gestion des tenants. Donc, on a une gestion multi-tenancy en fait de toute la plateforme. Donc, on peut gérer différentes flottes qui sont virtuellement isolées dans l'application, avec des droits d'accès spécifiques pour les utilisateurs, pour les analystes sur ces différentes flottes. Voilà. Alors, bon, on voulait vous faire une petite démonstration. On va pas forcément la faire en live parce qu'il y a pas mal de manipulations à faire, mais on pourra vous le montrer dans le check si vous voulez après. En fait, ce qu'on a montré ici, c'est justement, on a pris le terminal qui est là sur la table, un Pixel 10. On l'a branché à un PC. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un petit peu comme un attaquant. On n'est pas allé jusqu'à gérer les 4 niveaux d'exploitation de vulnérabilité de 0D, mais on a voulu illustrer quelques étapes en fait particulières de quelques techniques d'attaque. Et donc en fait, ce qu'on montre ici, donc c'est une alerte agrégée qui correspond à ce qui a été détecté par l'agent sur le terminal. Et on va voir donc assez rapidement, par exemple, que l'agent, donc on a une timeline en fait qui va apparaître de tout ce qu'a fait l'attaquant, de tout ce qui a été détecté. Donc on va voir par exemple effectivement la première connexion du terminal vers le PC avec notamment le protocole ADB qui est négocié entre les deux. On va voir par exemple alors des commandes, bon par exemple un attaquant qui lance un whoami pour savoir quel niveau de privilège il a, ou qui va lancer un netcat, etc. Et ensuite ce qu'on a fait dans l'attaque, c'est qu'on a poussé un binaire particulier, voilà, qu'on a fabriqué et qui va faire une injection en mémoire dans notre processus. Voilà, donc ça fait partie des techniques d'attaque fréquemment utilisées par les attaquants. Ils vont injecter quelque chose, ils vont faire une injection dans un autre processus. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a déjà, alors c'est écrit en tout petit, je suis désolé, mais il va falloir me croire. Mais là, on voit par exemple que le système détecte une exécution à partir d'un répertoire temporaire et également une exécution à partir d'un répertoire non système. Voilà, donc déjà, il nous dit, c'est bizarre, j'ai eu une exécution, c'est pas normal à partir d'un répertoire qui n'héberge pas en temps normal de binaire. Et ensuite, on va voir par exemple une alerte qui va nous dire, bah là, je vois qu'il y a une utilisation voilà, il y a une injection en mémoire en fait dans notre processus avec l'utilisation d'appels système de type Petras. Donc voilà. Donc un attaquant qui a une capacité à aller pousser, aller accéder à la mémoire de notre processus, éventuellement à écrire dans la mémoire de ce processus ou récupérer des informations. Et ce qu'on voit assez rapidement, c'est qu'on voit donc toute la timeline. Alors là, cette fois-ci, c'est la timeline de ce que font les analystes dans la plateforme sur cet incident-là. Et donc voilà, de manière assez classique, on voit par exemple qu'ils changent le statut de l'alerte en disant bah voilà ça, on va passer en investigation pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc on sait qui a fait quelle action. On lance par exemple une tâche qui va nous permettre de lister tous les processus qui tournent sur le système. À partir de là, on va pouvoir dumper la mémoire de processus, on va pouvoir faire des scans de mémoire de processus par exemple. On va changer la description du ticket, changer le statut en disant bah ça c'est plutôt un vrai positif, etc. Voilà, donc là on va avoir toute la partie gestion d'incidents qu'on va retrouver finalement dans la plateforme centrale. Voilà. Alors
J'ai vu cette image hier, je me suis dit, ça c'est intéressant, on va la reprendre, j'ai mis la source. Alors pourquoi on parle de XDR? Effectivement, dans les frères Dalton, on a un petit peu toute la famille, le DR, le NDR, sur la partie réseau, le XDR et le MDR. Alors nous, on est plutôt dans la catégorie des XDR, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi, parce que en termes de capacité de détection, on va plus loin que ce que va faire un EDR, en fait. Donc, si on résume un petit peu, voilà, pour rentrer un petit peu dans le détail des environnements sur lesquels on va travailler, on va retrouver des capacités de détection système. Donc, ce qui est effectivement ce qu'on retrouve, ce qui est le cœur en fait des capacités sur Android notamment. Donc où là, comme je vous ai dit, on analyse vraiment le comportement des processus, on analyse les logs du système, les logs d'application également. On a les capacités radio. Alors, je m'étendrai pas pour plein de raisons sur cette partie-là, mais on a des capacités de détection d'attaque radio qui font aussi partie de la panoplie des outils d'attaque voilà, des acteurs étatiques. Et là, on a des capacités vraiment très intéressantes. Donc là, que je vous ai rapidement illustré tout à l'heure. Et on a sur des systèmes vraiment on va dire des systèmes embarqués, on a aussi d'autres capacités. Donc on a une capacité à faire de la détection réseau. Donc ça se rapproche des capacités NDR, cette fois-ci Network Detection and Response, où là on est capable d'analyser un certain nombre de protocoles IT et OT, notamment tout ce qui est DDS, donc des protocoles qu'on va retrouver dans des systèmes assez sensibles. On a une capacité à analyser des protocoles industriels également, donc vraiment on décode ces protocoles réseau, notamment du S7com, du TRDP dans les trains, etc. Donc voilà, on sait décoder ces éléments-là et on sait appliquer évidemment tous nos moteurs de détection et de corrélation et d'IA sur les données qu'on va extraire. Donc voilà, en termes de use case, on va être capable de détecter des flux anormaux. Donc par exemple, sur un système industriel, on va être capable de mapper et de regarder on va dire, la matrice de flux légitime d'un système global, et à un moment donné, de détecter des déviations par rapport à cette matrice de flux. Et de dire, bah là c'est bizarre, le PLC qui est à tel endroit, il se met à communiquer avec tel système, on l'a jamais vu faire, ce genre de choses par exemple. Voilà. Donc on a ce genre de capacité-là. Et ensuite, on a des capacités vraiment d'analyse de bus de communication. Donc aujourd'hui, on supporte 3 bus. On supporte le bus CAN, notamment. Donc on va retrouver dans des véhicules, dans des satellites, voilà, dans des bateaux. Enfin, on retrouve du CAN vraiment partout, parce que c'est un bus qui est pas très cher, qui est vraiment très courant et qui a pas mal d'années maintenant. Et sur le CAN, on a des capacités vraiment très avancées en termes d'analyse. On sait faire du décodage de protocoles complexes, d'empilement de protocoles. On sait faire du décodage de signaux, vraiment extraire du démultiplexage de signaux sur les messages qu'on reçoit du CAN, par exemple. Et donc après, on s'est appliqué tout un tas de détections, de heuristiques de détection sur les valeurs qu'on décode, vérifier que les signaux ont des valeurs légitimes, etc. Et on touche aussi 2 autres bus qui sont assez particuliers. Donc, ce sont des bus qu'on va retrouver dans l'aéro, vraiment. Donc, on s'est travaillé sur des bus ARINC 429. Donc, ça, c'est ce qu'on va retrouver dans des avions civils, hein, grosso modo. Pareil, ce sont des bus qui sont très anciens, parce qu'évidemment, ces technologies-là mettent beaucoup de temps à évoluer dans le domaine de l'aérospatial. Et on couvre également des bus de militaires, donc le bus 1553 qui est très utilisé dans des outils de défense sur vraiment des systèmes qui volent. Voilà. Donc on a pas mal de capacités de détection sur ces bus-là. On va être capable de détecter du spoofing aussi, également sur du CAN. Et sur ces 2 bus-là, aéro, on a des capacités aussi à analyser les signaux électriques. Ça veut dire qu'on va reconstituer en fait la forme des signaux électriques. On extrait des valeurs sur ces signaux-là, des pentes de signal, etc., avec l'objectif de pouvoir identifier potentiellement des devices malveillants qui auraient été connectés sur un bus. Voilà, on peut imaginer qu'un attaquant qui veut compromettre je sais pas, un avion, n'importe quoi, il pourrait brancher à un moment donné un device malveillant et donc modifier quelque part un peu l'impédance du bus et donc modifier les signaux électriques qui circulent sur ce bus-là. Voilà, on va être capable de détecter des surcharges de bus, des signaux CAN invalides également. Enfin voilà. Donc on va pas forcément s'étendre là parce qu'on est vraiment sur des use cases qui sont très particuliers, ou peut-être qui vous parlent peut-être un peu moins. Voilà. Alors, quelles sont les déclinaisons en fait de notre technologie? Ben en fait, c'est assez large. On a vraiment une plateforme qui est très flexible, qu'on s'est vraiment adapté à plein de domaines différents. Donc, on a vraiment travaillé sur les modules vraiment unitaires de détection, de corrélation, mais en fait, ça, on sait l'appliquer sur tout un tas d'environnements. Donc, en l'occurrence, ben, on peut l'appliquer sur des véhicules connectés. Je vous ai parlé de tout ce qu'on fait sur le CAN, sur la détection système, par exemple, et sur la détection réseau. On a des capacités à analyser des protocoles réseau qu'on va retrouver dans des véhicules civils.
les nouveaux véhicules, enfin tout ce qu'on appelle le SDV, le Software Defined Vehicle. Donc on sait analyser des protocoles du SOM-IP par exemple pour faire de la détection d'attaques. On peut appliquer notre technologie sur des satellites. Donc on a publié il y a pas longtemps en fait qu'on avait gagné justement un marché avec le CNES et avec Thales sur cette partie-là. L'idée étant de vraiment de déployer notre capacité sur des satellites. On peut l'appliquer à des trains également, au réseau embarqué dans les trains. On peut l'appliquer sur des smart grids, parce que dans les smart grids, il y a des concentrateurs, il y a des smart meters, etc. Enfin, donc il y a pas mal de composants, pas mal de systèmes embarqués. Et sur la partie défense, pareil, donc on a une application un peu duale. Sur la partie défense, on va pouvoir se déployer par exemple dans des drones, dans des aéronefs, voilà, par exemple un Rafale ou d'autres, dans des véhicules terrestres ou dans des frégates. Voilà. Donc voilà un petit peu les différents types de déploiements qu'on peut envisager de notre technologie. Et on travaille avec pas mal d'acteurs dans ces différents domaines. Voilà. Écoutez, je crois qu'on arrive au terme de la présentation. On avait entre 15 et 45 minutes. Je crois qu'on a à peu près tenu le temps. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour cette présentation.